sur un espace aussi vaste. Ce n'est pas tous les jours qu'un policier fait face à des cortèges compacts de 70 mètres de largeur et de plusieurs centaines de mètres de longueur. Même si l'œil humain n'est pas en mesure d'un tel exploit, imaginons que les policiers, professionnels et aguerris, soient exceptionnellement capables de compter tout le monde depuis leur perchoir. Concrètement, qu'est-ce que cela implique d'un point de vue pragmatique? Par exemple, lors de la manif contre le mariage pour tous le 13 janvier 2013, où la préfecture annonçait avoir comptabilisé 340 000 manifestants sur Paris. Cela représente donc 34 000 clics effectués par les agents. Vive les ampoules aux doigts. Bref, pas très crédible. On peut donc affirmer sans se tromper que la méthodologie de comptage utilisée par la police n'est pas franchement en mesure de fournir des chiffres fiables dès que les manifestations sont de taille importante. Surtout quand les cortèges sont volumineux et avancent vite. Il y a un autre point que l'on peut également affirmer, c'est que la méthode policière devient très vite défaillante dès lors que les manifestants ne passent pas au niveau des agents censés les compter. Cela paraît évident, dit ainsi. Mais lors des premiers actes de Gilets jaunes, si comme à son habitude, la préfecture de police de Paris a placé ses agents à des endroits fixes, encore fallait-il que les manifestants daignent bien vouloir passer sous les fenêtres de ces policiers, sans quoi sinon ils n'ont jamais été comptés. Par conséquent, on peut imaginer que lors des premiers actes parisiens, les agents étaient toujours situés sur les Champs-Élysées, compte tenu des appels répétés au fil des semaines à particulièrement converger sur cette avenue. Elle était la cible la plus évidente à couvrir du point de vue de la préfecture. Or, vu le nombre de manifestations sauvages qu'il y a pu y avoir à travers les villes, et compte tenu qu'aucun parcours n'était déclaré en amont des manifs de Gilets jaunes, la méthode policière n'était pas adaptée à ce nouveau type de manifestation. Pour résumer, la méthode policière est fiable face à des cortèges de petite et de moyenne taille. Elle ne l'est en revanche plus du tout face aux manifestations de grande ampleur. A fortiori quand le parcours n'est pas défini à l'avance ou lorsqu'il n'est pas respecté par les manifestants. Les agents proposeront alors obligatoirement un nombre fortement sous-évalué. Voilà pour ce qui est de la technique policière. Mais qu'en est-il du côté des syndicats? Comment opèrent-ils? Disons-le tout de suite, la faute certainement à un manque de moyens techniques et humains, leur méthode semble encore plus rudimentaire que celle de la police. Comme nous le montrent des extraits d'un reportage où une équipe de France 2 a été invitée à observer la manière de compter de la CGT. C'est le monsieur comptage de la CGT, sa méthode. Pas de prise de notes, pas de compteur, tout à l'œil, un comptage à hauteur d'homme. On prend là les 3 mètres qui sont ici et on peut compter en gros une quarantaine de manifestants si on en est d'accord sur 2,50 mètres à 3 mètres linéaires. Là on est tous les deux. On va symboliser un mètre carré au sol, on y est dedans. Voilà, il y a un peu d'espace derrière nous. Donc forcément cet espace-là, on va pas dire qu'il est densifié avec un maximum de personnes. Exactement. Mais là, ils sont pratiquement 4 dans le carré. Donc on choisit de dire que sur plusieurs échantillons dans la manifestation, on exclut, comme pour un échantillon, là où il y a peu de monde, et on exclut la massification. Et on compte une moyenne, ce qui donne une estimation. Bref, David Duguay ne compte pas, il estime. Donc si c'est une estimation, ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur de combien? Alors la marge d'erreur, je peux pas la déterminer. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant de ne pas être en mesure de définir une marge d'erreur. Ce n'est pas pareil si on a une marge d'erreur de 10% ou de 1000%. Et c'est surtout embêtant car la méthodologie employée est ostensiblement approximative et ne semble pas en mesure de donner un chiffre final qui soit fiable. Lors de grandes manifs, les syndicats mettent en place un double système de comptage, en se basant notamment sur le nombre de bus alloués à leurs membres. Ils peuvent également parfois avoir recours à un compteur main, comme celui de la police, mais toujours en restant au milieu du cortège. De quoi leur donner une idée un peu plus précise du nombre de manifestants mobilisés, sans pour autant assurer une quelconque fiabilité dans le chiffre final qu'ils communiquent. Quoi qu'il en soit, la méthodologie syndicale ne semble pas plus efficace que la méthodologie policière, puisqu'elle ne repose sur aucun élément probant, et encore moins transparent. Elle ne peut être considérée comme fiable, mis à part sur des cortèges de petite taille. Elle offre en revanche une estimation, un ordre de grandeur, plus ou moins réaliste selon les cas. Face à cette guerre perpétuelle entre les chiffres fournis par la police et ceux fournis par les syndicats, en mai 2014, la préfecture de police décide de mettre en place une commission indépendante afin de définir laquelle de ces méthodes est la plus fiable. Et sans trop de surprise, c'est la technique policière qui fut considérée comme la plus optimale. Pour cette commission, la seule méthode de comptage opérationnelle serait celle de la police, même si elle représente une marge d'erreur inévitable. Une marge d'erreur inévitable, d'accord, mais de quel ordre? 10, 20, 30, 50, 100% davantage? Cela change une nouvelle fois tout. Or, nous n'avons aucune information publique fournie par la préfecture sur ces questions. Pour autant, au regard des deux démonstrations que nous venons de voir, entre celle de la police et celle des syndicats, et en partant l'idée que celui qui compte est une personne intègre, tant du côté de la police que de celui des syndicats, la méthodologie policière semble en effet la plus fiable sur des cortèges de petite et moyenne envergure. Certes, mais est-ce que parce qu'une méthode est plus fiable qu'une autre, cela implique forcément qu'elle fournira des résultats justes? Ben non. Si je décide de sortir un plat brûlant de mon four à l'aide de ma seule main, je vais me brûler, et on dira que ma technique est assurément mauvaise.
Si je m'aide plutôt d'un torchon, on considérera alors qu'entre les deux méthodes, celle-ci est bien plus fiable, et on aura raison. Mais est-ce que pour autant cela impliquerait que cette méthodologie serait suffisamment fiable pour être adoptée en permanence? Non, car passé un certain degré, le torchon ne me protégera plus de la brûlure, il nous faudra alors un matériau plus efficace. Une nouvelle méthode en somme. C'est exactement pareil ici. Si la méthode syndicale semble la moins fiable, cela ne valide pas pour autant, en toute situation, celle de la police. La preuve avec les manifs se comptant en centaines de milliers de personnes. D'autant que cette commission se garde bien d'apporter une réponse sur comment permettre aux policiers de compter une large foule compacte, compressée et étendue dans des espaces importants comme peuvent l'être les Champs-Élysées. Nous pouvons ainsi conclure que dans ce type de situation où la foule est soit très dense et compacte, soit très importante en taille, ni policiers ni syndicats ne sont en mesure d'apporter un chiffre final crédible, leur méthode étant trop approximative et leur absence de transparence empêche toute vérification. Je vous conseille de rester car le plus chiant est passé et ça va commencer à devenir particulièrement intéressant. Pour définitivement tenter d'avoir le fin mot de l'histoire lors de grandes manifs, le 25 septembre 2017, le journaliste Thomas Legrand lança sur les ondes de France Inter un appel aux grands médias français pour mettre en place un système commun de comptage indépendant. Est-on sûr, Thomas, qu'un chiffre fourni par la presse serait plus crédible aux yeux du public? C'est vrai que notre aura n'est pas beaucoup plus élevée que celle des partis ou des syndicats, mais ce n'est pas une raison pour ne pas décider collectivement, télé, radio, sites d'info, AFP et le plus de journaux possible, de mutualiser nos moyens pour fournir un troisième chiffre, pas une vérité en plus, mais la réalité. Et ils seront une vingtaine des principaux médias français à répondre à son appel, comme entre autres Le Monde, BFM ou Libération. C'est un cabinet indépendant, du nom d'Occurrence, qui est choisi pour tenir ce rôle d'arbitre entre policiers et syndicats, pour nous donner enfin la vérité. Pardon, la réalité. Et selon les membres de ce cabinet, c'est grâce à l'utilisation de capteurs de foule que leurs chiffres seraient si fiables, admettant tout de même une marge d'erreur pouvant monter jusqu'à 15%. C'est ce qu'expliquait Assael Adari, le président fondateur d'Occurrence, dans un reportage réalisé par BFM en novembre 2017. BFM, qui je le rappelle, est l'un des 20 médias partenaires d'Occurrence. Et dès qu'une personne va franchir la ligne virtuelle que les capteurs créent, ça va compter les personnes. En fait, nous avons détourné une technologie qui existe depuis très longtemps et qui permet de compter les gens dans les aéroports, dans les musées, dans les centres commerciaux, qu'on a détourné. Un cabinet reconnu qui à l'origine est habitué à mesurer des foules dans des centres commerciaux ou des aéroports? D'accord. Mais qu'en est-il pour les manifestations? Jocelyn Munoz, responsable digital du cabinet, nous donne son avis sur la question, lors d'un reportage réalisé en mai 2018 par Les Échos. Un journal qui, comme BFM, est également partenaire d'Occurrence pour compter les manifestants. Le comptage, on l'a vraiment fait en tant que citoyen et en se disant, voilà, c'est pas possible qu'il y ait toujours deux chiffres. Et donc on s'est dit, on va l'adapter aux manifestations pour réussir à donner un chiffre plus fiable à nos concitoyens. Un comptage fiable, la promesse est séduisante. Mais comment Occurrence entend-il révolutionner le procédé? On voit vraiment bien sur l'écran l'image que nous retransmet le capteur, avec la ligne imaginaire. On voit que les personnes passent, et dès qu'elles passent, ça fait des petites flèches. Bon, faut pas tenir compte du nombre de flèches, parce qu'en fait, c'est juste un indicateur. Ce qui compte vraiment, c'est le chiffre en bas, et c'est sauvegardé dans la base de données. Et en fait, voilà, les gens défilent, et donc ça enregistre à chaque fois. Donc voilà, on voit que bien sûr il y a des erreurs, hein. On voit que les gens qui passent en bordure par exemple ne sont pas totalement comptés et tout, donc c'est le rôle du recomptage manuel après de se rendre compte de cette erreur et de corriger, par exemple si voilà on estime que ça loupe 5% des gens, 7% des gens, bah voilà on fait le recomptage et on compare la différence. La technologie comme preuve scientifique est réfutable, l'argument a du poids. Les faits en ont par contre un peu moins. Dès le début, ils sont nombreux à dénoncer les approximations de cette nouvelle méthode, à commencer par le monde diplomatique qui pointe du doigt plusieurs problèmes. Le dispositif fonctionne mal quand il y a trop de lumière, il compte les parapluies quand il pleut, il s'aveugle quand il rencontre un arbre, et il oublie un manifestant sur 6. Ah ouais, quand même. Et ce n'est pas fini, toujours selon le monde diplomatique, l'algorithme de comptage, propriété commerciale de l'entreprise Eurcam qui le développe, n'est pas public. Comprendre par là, il n'y a aucune transparence en ce qui concerne l'algorithme de comptage d'Occurrence. Il est impossible pour le public d'accéder aux modalités de son fonctionnement, ce qui empêche toute vérification sur la viabilité de son procédé. Un point qui ne semble pas pour autant déranger Thomas Legrand, qui a affirmé encore récemment, suite à la manif contre la PMA en octobre dernier. L'Occurrence a mis au point pendant plusieurs mois, avec des représentants de rédactions aussi variées que le Figaro, Mediapart, Libé, Le Monde, Les Échos, La Croix, la presse régionale, quasiment toutes les télés, toutes les radios, l'AFP, une méthode de comptage des manifestants. Contrairement à la préfecture ou aux organisateurs, ce comptage est transparent. Le conglomérat de la presse rendrait donc transparent un algorithme qui, lui, ne l'est pas? On savait les médias français influents et même dominants, mais de là à rayonner par leur vertu sur un cabinet indépendant et inconnu, on a quand même un doute.
Quel serait ce procédé si infaillible permettant à Thomas Legrand d'afficher une telle prétention de transparence? La méthode a été éprouvée lors notamment de fastidieux recomptages manuels sur image, le chiffre occurrence, pour une presse très diverse, et donc ce que l'on peut faire de plus neutre et de plus sûr. Le plus sûr? En tout cas, pas selon les infos glanées par le monde diplomatique. Et le recomptage humain inventé tout à l'heure par Ghislain Munoz serait donc la valeur la plus fiable pour contrer les failles de l'algorithme et assurer de la transparence du comptage? On aimerait y croire. Sauf que ce qu'Occurrence dit mais explique mal, c'est que lorsque son personnel recompte à la main, il ne le fait en réalité que 6 fois. Et toujours sur des durées de 30 secondes, soit 3 minutes de vérification en tout et pour tout durant l'intégralité de la manifestation. En gros, un opérateur d'occurrence vérifie les calculs de l'algorithme. 2 fois 30 secondes lorsque le cortège est considéré comme peu dense, 2 fois 30 secondes lorsqu'il est considéré comme dense, et 2 fois 30 secondes lorsqu'il est considéré comme très dense. Lors de ces relevés, le personnel du cabinet constate alors la différence entre le nombre de personnes comptées par l'ordinateur et le nombre réel relevé à la main sur la vidéo. De là, une marge d'erreur est fixée, puis elle est répercutée sur le reste du cortège en fonction de la densité constatée. Prenons un exemple simple pour essayer de comprendre. Sur 30 secondes qualifiées comme denses, l'ordinateur relève que 100 manifestants sont passés sous le capteur. De son côté, un opérateur recompte à la main le même moment, mais en dénombre lui 125, soit 25 personnes supplémentaires et donc 25% de marge d'erreur par rapport à ce qu'avait initialement relevé l'algorithme d'occurrence. Dans ce cas, Occurrence rehaussera systématiquement de 25% toutes les parties du cortège qu'il estime être denses, mais sans pour autant les vérifier. Idem avec celles considérées comme peu denses et comme très denses. C'est-à-dire qu'en ne vérifiant que 3 minutes sur parfois plusieurs heures de manifestation, le cabinet se pense en mesure de calculer avec exactitude quelque chose qu'il ne fait en réalité qu'estimer de manière plus ou moins rigoureuse. Vérifier 3 minutes sur un cortège qui ne défile que 10 minutes donnera un chiffre évidemment bien plus fiable que si vous le faites vis-à-vis d'un cortège qui défile pendant plusieurs heures. C'est mathématique. On est donc bien loin du chiffre fiable et sûr annoncé par Thomas Legrand et qui était censé révolutionner l'information du genre. Bruno Andreotti, professeur de physique à l'université Paris 7, invité à observer un comptage d'occurrence en mai 2018, confirme ce sentiment dans un rapport qu'il publiera sur son Twitter en décembre 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est sévère à l'encontre d'occurrence. Dans un article du Monde daté du 20 janvier 2020, qui explique la manière d'opérer du cabinet, notamment concernant les moments où le personnel d'occurrence doit définir quelle est la densité du cortège, le journal révèle. Le 16 janvier dernier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, les 3 heures de la mobilisation ont été, après vérification, redressées par occurrence d'au moins 30%. Ce qui fait dire au professeur Andreotti que cela montre que les mesures brutes sont dans les choux intégralement. 30% de marge d'erreur constatée, qui plus est uniquement sur les 3 minutes de vérification. Nul ne sait si les chiffres comptabilisés durant les 2h57 minutes restantes ne sont pas encore plus erronés. Personne n'est en capacité de le confirmer ou de l'infirmer, ce qui prouve l'approximation et le manque de transparence de la méthode employée par occurrence. Bruno Andreotti persiste ses signes. Dans une interview donnée au Dauphiné Libéré le 26 janvier dernier, il déclare « La mesure brute qui sort n'est pas bonne. Elle se casse la gueule quand c'est trop dense. L'algorithme ne marche pas. C'est comme si vous aviez un thermomètre bloqué à 45 degrés et que vous vouliez prendre la température de votre poulet au four à 120 degrés. Forcément, ça marche moins bien. Si déjà votre algorithme est dans les choux dès que ça se densifie et qu'en plus vous ne vérifiez ces calculs que pendant 3 minutes, vous ne pouvez pas prétendre pouvoir sortir des chiffres fiables. C'est en substance ce que dit Andreotti. Et toujours dans l'article du Monde du 20 janvier, Guy Teurolaz, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des foules, enfonce le clou. Il nous explique que plus la foule est dense, moins la mesure est précise, les gens ayant tendance à former des grumeaux à l'écran. C'est également l'avis de l'un des membres de GJ-Science, dont le groupe de Gilets jaunes se revendique être composé de scientifiques. Il nous explique, démonstration à l'appui et sous couvert d'anonymat, pourquoi la technologie d'occurrence n'est pas fiable. C'est une méthode qui fonctionne par vision artificielle, qui est très précise, mais qui a des lacunes, comme toutes les méthodes. Et notamment la lacune, c'est qu'elle ne compte en fait que sur une ligne bien précise. Elle ne compte les personnes et tout objet qui ne passe que par cette ligne qui est extrêmement fine. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge pour le logiciel pour pouvoir bien détecter déjà si ce sont des personnes, et donc par exemple là il détecte des voitures, et il peut aussi rater des personnes, comme ici à droite, il peut voir une personne qui n'est pas détectée. Et donc quand il y a des groupes très denses, ce genre d'algorithme a tendance à ne pas pouvoir les compter. Ici, on peut voir, par exemple, il y a déjà une plus grosse densité, et à gauche, on peut voir qu'il y a des triangles manquants. Occurrence avait déjà expliqué que les triangles, c'est pas le nombre de triangles qu'il faut prendre en compte.
Mais néanmoins, les triangles spécifient là où il y a une détection. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas eu de détection à certains endroits en fait de la foule. Parce qu'on le voit très très bien, c'est très difficile d'identifier chaque personne. Là, ici, par exemple, c'est ce que vous pouvez qualifier de grumeaux, ou plutôt de foule très dense. Et là, dans ce cas de figure, ce type d'algorithme de comptage par ligne fonctionne très très mal et aura tendance à sous-estimer très fortement. Une ligne trop courte qui laisse passer des manifestants sans les compter, une ligne trop fine qui ne permet pas de différencier des personnes trop proches les unes des autres, ou pire encore, un logiciel qui comptabilise des voitures. Sans nul doute, l'algorithme d'occurrence n'est vraiment pas fiable, et pas uniquement lorsque c'est dense. Et ce n'est pas le peu de vérifications effectuées par les opérateurs du cabinet qui permettront de relever l'ensemble des ratés. De son côté, Bruno Andreotti va également tacler le cabinet concernant un autre aspect de son travail. Dans une série de tweets échangés avec Occurrence après la publication de son rapport, Bruno Andreotti explique: ni l'algorithme de détection, ni les données, ni les courbes de calibration, ni les corrections manuelles ne sont rendus publics. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir du matériel défectueux, dont l'algorithme n'est pas public, Occurrence refuse de livrer les données qu'elle récupère lors des manifestations. Ça commence à faire une sacrée liste de reproches adressés à l'encontre d'Occurrence, vous ne trouvez pas ? Tentons à présent de les synthétiser. Comme la police, en restant positionné à un point précis, le cabinet ne peut pas compter les manifestants ne suivant pas de parcours prédéterminé. L'algorithme est défaillant pour une multitude de raisons. La densité, la luminosité, la ligne de captation trop fine et trop courte. L'algorithme n'est pas public, il ne peut donc pas être étudié, ce qui le disqualifie d'un point de vue scientifique. La méthodologie de vérification est trop approximative pour prétendre estimer la marge d'erreur réelle. Et enfin, le cabinet n'est pas transparent, il est impossible de vérifier ces données et si les calculs sont exacts. Pour autant, l'algorithme d'occurrence est une avancée réelle dans le comptage de manifestants comparé aux techniques utilisées par la police et par les syndicats, puisque ces dernières dépendent de l'œil et du cerveau humain, qui sont bien moins performants pour compter une foule importante. C'est ce que nous explique le scientifique Gilet jaune. Ça se fonde sur la vision humaine. Et la vision humaine est particulièrement mauvaise à compter, à démontrer en fait. Il y a pas mal de travaux en neurosciences qui permettent de savoir qu'on ne peut mémoriser, en fait, on ne peut garder à l'esprit que 7 éléments au maximum, quand on a notre attention totalement libre. Dans le comptage de grandes foules comme ça, il faudrait pouvoir compter, il faudrait pouvoir garder à l'esprit des dizaines et des dizaines de personnes dans chaque ligne. C'est totalement impossible pour un esprit humain. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de logiciel, d'algorithme, de vision artificielle. Mais eux-mêmes ont leurs propres limitations. Quand le mouvement des Gilets jaunes a surgi le 17 novembre 2018, il n'existait donc que 3 méthodologies de comptage utilisées en France, toutes insuffisamment fiables lorsqu'il s'agit de mesurer des cortèges importants en taille et en densité. Face à un mouvement qui a très rapidement eu des allures révolutionnaires, Beauvau a pu être tenté de minimiser, voire fortement minimiser, voire très fortement minimiser le nombre de Gilets jaunes sortis lors des actes les plus suivis, ne serait-ce que pour limiter l'importance du mouvement et donc son influence sur le reste de la population. Comme pour crédibiliser ses propos, Christophe Castaner, accompagné de ses plus proches collaborateurs, avait au soir du 17 novembre 2018 invité toute la presse dans son quartier général afin de nous communiquer les chiffres d'une journée extraordinaire. Des manifestations qui ont été de 5 personnes à 5000 personnes, évidemment différentes selon les lieux, les villages ou les villes, et un peu plus de 282 000 personnes qui se seraient mobilisées au fil de la journée, évidemment pas tout le monde sur toute la journée, mais au fil de la journée. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation ? Oui, monsieur le ministre, le point de situation à 19h est le suivant. Ça a encore évolué par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure à 18h. Le pic, effectivement, est de 282 710 manifestants qui a été atteint vers 17h. On a à l'heure actuelle encore 1426 points avec des manifestants. Il y aurait donc eu 283 000 gilets jaunes dans la rue lors de ce premier acte. Seul un syndicat de policiers proposera un autre son de cloche que celui de Beauvau. Le syndicat France Police, policiers en colère. Classé à l'extrême droite, largement minoritaire au sein de la profession et disposant d'un moyen de comptage approximatif, ce syndicat sera rapidement discrédité aux yeux de l'opinion publique et de la presse. Néanmoins, ces policiers, tout aussi assermentés que ceux du ministère, annonçaient des chiffres bien plus conséquents pour les premiers actes des Gilets jaunes, dont 1,3 million de personnes le 17 novembre 2018. De quoi après coup continuer à alimenter notre bon vieux feuilleton sur la guerre des chiffres disponibles et sur leur grand écart permanent. Encore aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir estimer quel nombre correspond le plus à la réalité de ce 17 novembre 2018. La vérité se situe très certainement entre les deux estimations, mais très vite, les médias dominants décidèrent de ne fournir que les chiffres du ministère, sans employer de conditionnel,
et allant même parfois jusqu'à ne pas citer leurs sources, donnant ainsi l'impression d'un chiffre fourni de manière neutre, voire journalistique, par un service qui serait tout aussi neutre, alors qu'il n'y avait pas plus partie prenante que Beauvau dans cette histoire. 282 000, mais on l'a dit tout à l'heure, on va le redire avec le député du Val d'Oise. C'est vrai que le chiffre, par rapport aux prédictions mirobolantes d'un certain nombre d'acteurs du mouvement et de soutien des Gilets jaunes, le chiffre, très sincèrement, il est assez décevant. C'est-à-dire que ça n'est pas la congestion, la méga congestion de la France qui était annoncée par certains. Vraiment pas. Face aux nombreux doutes que suscitent ces chiffres, qu'ils viennent du ministère de l'Intérieur ou du syndicat des policiers, un collectif de Gilets jaunes, nommé le Nombre jaune, décide de se former pour proposer ses propres chiffres. Leur objectif affiché est de donner un nombre total de manifestants scrupuleusement vérifiés et toujours à minima selon eux, afin de recenser uniquement les comptages qu'ils peuvent sourcer. Ce collectif annonce compter uniquement sur photos et sur vidéos, dont principalement via des lives synchronisés, ce qui leur permet de dater à coup sûr les contenus sur lesquels ils travaillent. De plus, de nombreux référents locaux jouent les relais sur le plus grand nombre possible de points de mobilisation, de quoi couvrir une part importante de la France, ce dont, faute de personnel, ne sont pas capables ni Occurrence ni le ministère. Le Nombre jaune répertorie également tous les articles de presse. Il comptabilise les chiffres donnés par les préfectures afin de recenser un à un chaque point de rassemblement et l'affluence qui s'y rapporte sur tout le territoire national. Après avoir recoupé et avoir vérifié leurs différentes sources, ils proposent alors leur chiffre final en 2 fois. Une première en fin de journée de mobilisation et une seconde le lendemain avec un chiffre réajusté après un recomptage de leur dernière source. Lorsqu'on les interroge, ils assurent que, de par leur rigueur et leur méthodologie la moins partisane possible, et compte tenu qu'ils loupent forcément des points de mobilisation non comptabilisés, leur marge d'erreur ne peut être que négative. Autrement dit, selon eux, quand ils se trompent, c'est forcément en sous-évaluant le nombre réel. Ainsi, à partir de l'acte 7, soit le 29 décembre 2018, le Nombre jaune propose son premier décompte et offre enfin une alternative aux chiffres fournis par Beauvau. Depuis, le nombre total de manifestants sur lequel il communique est en moyenne 2 à 2 fois et demi supérieur à celui fourni par le ministère de l'Intérieur, mais également 2 à 3 fois inférieur à celui donné par le syndicat de policiers. Une sorte de consensus qui ne présume de rien, mais qui confère au collectif une forme de crédibilité. Les chercheurs de chez Gégisciences vont très vite les rejoindre afin d'apporter leurs compétences scientifiques et tenter d'innover en matière de capacité de comptage de manifestants. Notamment en mettant en place un nouvel algorithme, différent de celui d'Occurrence. Voici dans le détail comment fonctionne leur méthodologie et pourquoi elle est, selon eux, actuellement la plus fiable de toutes celles utilisées en France. Je travaille dans le collectif Gégisciences, qui est un collectif qui regroupe des scientifiques qui sont également Gilets jaunes. Tous nos membres sont des chercheurs actifs. Nous travaillons en fait sur des questions d'actualité, mais aussi sur des outils pour les mouvements citoyens spontanés. Le Nombre jaune, nous travaillons depuis le début avec eux, et nous sommes complémentaires. Nous travaillons à essayer d'avoir les chiffres les plus précis, avec une méthodologie très rigoureuse sur quelques villes, et notamment là où il y a plus de manifestants, là où il y a les plus gros cortèges. Le Nombre jaune, eux, leur but est de compter tous les cortèges à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça que nous pouvons nous complémenter et que nous avons collaboré en partageant des données, mais aussi en travaillant sur des méthodes. Donc nous les avons aidés à faire des méthodes plus rigoureuses et transparentes. Et ça, c'est un point de différence très important par rapport à tous les autres organismes de comptage. C'est que nous avons une transparence complète dans la méthode de comptage, mais aussi dans les données. Pour s'assurer de la fiabilité et de la précision d'une méthode de comptage, le seul moyen, c'est de comparer avec le chiffre réel. Et pour avoir le chiffre réel, la seule méthode qui permet de l'obtenir, c'est de compter chaque manifestant un par un. Cette méthode de comptage, c'est une méthode de comptage que nous avons développée par vision artificielle. Donc, c'est de la même catégorie que celle d'Occurrence, sauf qu'elle fonctionne différemment. Elle ne fonctionne pas avec une ligne, mais elle fonctionne par la reconnaissance des personnes. C'est-à-dire que l'ordinateur va essayer de reconnaître chaque humain, donc avec ses bras, ses jambes, sa tête, et va appliquer une boîte sur la tête s'il est détecté. Donc, si la personne est détectée, il y aura une boîte bleue. La détection se fait en fait dans une zone à droite de l'écran. C'est pas une ligne, c'est vraiment une zone en fait, où dans cette zone, l'algorithme cherche des nouvelles personnes, et quand la personne arrive à gauche de l'écran, ça devient vert, ce qui veut dire que là, c'est décompté. Ça permet comme ça de s'assurer qu'on ne compte que les personnes qui vont de droite à gauche, dans le sens de la manifestation, et pas de gauche à droite. Et après,
puisque aucun algorithme n'est fiable à 100%, on a aussi la possibilité de modifier manuellement, un opérateur humain peut modifier manuellement le résultat. Ce qu'il peut faire en fait, c'est que quand quelqu'un n'est pas détecté, on lui met une boîte manuellement sur la tête, on clique sur sa tête pour détecter la personne. Et donc ici, ça devient rose. Donc quand c'est rose, ça veut dire que l'opérateur a lui-même cliqué pour détecter la personne. Et ça prend donc énormément de temps, parce qu'il faut vérifier chaque image. Les seuls cas où les personnes ne sont pas détectées, c'est qu'en général quand elles sont au fond. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'occlusion, qui est le problème pour tous les algorithmes, qui est que les personnes de devant cachent les manifestants qui sont derrière. Et donc dans ce cas-là, on a un opérateur humain qui va corriger. Donc c'est une méthode qui permet d'être vraiment très précis dans le sens où elle permet de compter chaque manifestant un à un. Et c'est vérifiable par n'importe qui avec simplement la vidéo. Et du coup, vous estimez votre marge d'erreur de quel ordre vis-à-vis de cette technique? Avec cette technique, elle est de 0. Exactement. Zéro. Elle est de 0. Ça dépend après de l'opérateur, bien sûr, mais elle est de 0. Elle est de 0 par rapport à quoi? Au film que vous voyez ou par rapport au nombre de manifestants réels dans la rue? Par rapport aux données qu'on a, bien sûr. On ne peut pas compter ce qu'on ne voit pas. On ne peut compter que ce qu'on voit. C'est une règle de toutes les méthodes de comptage. Ce qui est fiable à 100%, c'est la marge minimale. C'est-à-dire que là, on est sûr de ne pas surestimer. La sous-estimation, on ne peut pas en être sûr parce que ça dépend des données. Est-ce que le procédé se rapproche de celui de la reconnaissance faciale? Parce qu'on retrouve un peu les mêmes carrés. Oui, c'est exactement, oui. C'est un système très similaire à ce qui est utilisé par exemple en Chine pour la surveillance. Donc c'est comme les couteaux, il y a des bons usages, il y a des mauvais usages. C'est pour ça aussi qu'on met des cases, c'est pas seulement pour la vérification, c'est aussi pour pouvoir cacher les visages et pour éviter les poursuites. Parce qu'on sait que justement, les images sur les réseaux sociaux et les vidéos sont utilisées pour potentiellement les poursuites. Oui, c'est pas pour le droit à l'image, je voulais dire les poursuites, mais pour les poursuites que la répression en fait. Oui, la répression. Des scientifiques désireux d'assurer l'anonymat de manifestants pacifistes, de peur qu'ils ne soient ciblés par le pouvoir. Ça en dit long sur l'état de la France actuelle. Toujours est-il qu'à la différence du capteur d'occurrence qui reconnaît des formes, celui de Gégiscience identifie les corps humains et leurs visages, via la reconnaissance faciale, tout en assurant l'anonymat des manifestants puisque les têtes sont masquées. Derrière, un opérateur de chez Gégiscience ou du Nombre Jaune regarde la vidéo, image par image, afin de compter un à un chaque manifestant présent. Cependant, cette méthode n'est pas fiable à 100%, y compris quand il s'agit de ne pas surestimer le nombre de manifestants réels. En effet, après une étude minutieuse des vidéos, on peut par exemple constater que certains policiers ont été comptés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. J'ai donc recontacté notre chercheur gilet jaune pour lui faire remarquer ce point. Il reconnaît l'erreur et confirme avoir dénombré 7 CRS comptés en tant que manifestants. Quoi qu'il en soit, ceci démontre que la méthode de Gégiscience n'est pas infaillible. Mais cela démontre tout autant que si nous avons été en mesure de déceler que les policiers avaient été comptés à tort, c'est bien la preuve même que la méthodologie est transparente et totalement viable scientifiquement parlant, puisque quiconque peut, comme nous venons de le faire, vérifier un à un chaque calcul. Là où c'est totalement impossible avec les chiffres du ministère, d'occurrence, ou ceux des syndicats. Par ailleurs, Gégiscience a recours à une autre technique scientifique de comptage, afin de vérifier leurs chiffres quand la densité d'une manifestation est trop importante, et que leur algorithme ainsi que leurs agents sont susceptibles de faire davantage d'erreurs. Regardez. Cette vidéo, par exemple, on peut l'utiliser avec notre méthode de comptage par densité de Jacobs, donc qui est utilisée par les historiens et les scientifiques. Avec cette donnée, alors c'est un très bon cas, parce qu'elle est bien en hauteur, elle est plus à hauteur de tête d'homme, il y a une bonne portée de vue, et c'est en haute résolution, ce qui permet en fait comme ça de zoomer et de pouvoir délimiter assez précisément jusqu'où le cortège va. On a aussi la possibilité de recompter le même cortège quand il est ailleurs. Voilà, ça nous permet de voir en fait la portée du cortège dans chaque rue. Quand il y a des différences de densité dans le cortège, soit on utilise plusieurs vidéos filmées à différents angles, ou sinon ce qu'on peut faire aussi, c'est observer la façon dont les personnes bougent. Et donc notamment, il y a les travaux du professeur Kate Steele, qui est un expert dans la dynamique des foules. Il a fait justement un travail sur la relation entre la densité et les mouvements de la foule. Et donc, il a remarqué que lorsque la foule est très dense, il y a en fait ce qu'on appelle une congestion. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus de mal à bouger dans la foule. Si on regarde ici, par exemple, on voit qu'il y a quelques personnes qui essaient de bouger, mais qui ont vraiment beaucoup de mal à avancer. Et donc ça nous renseigne bien sur le fait que la densité est très haute. Elle est tellement haute que les gens sont au coude à coude. Justement, le professeur Kate Steele a fait une grille, et donc justement, on utilise ça
comme référence, et en sachant la densité de la foule et la superficie occupée, on peut alors géobaliser sur une carte satellitaire le périmètre exact occupé par la foule, sur base des vidéos. Et ensuite, il suffit de calculer d'estimer en fait la densité, et on obtient à ce moment-là un décompte qui est par exemple dans le cadre de la manifestation du 16 mars pour le climat, d'environ 40 000 manifestants. Vous avez saisi le procédé? Ils prennent plusieurs vidéos de bonne qualité afin de délimiter jusqu'où s'étend le cortège, estimer avec précision la densité selon les zones. Ne serait-ce que parce qu'elle offre un consensus entre 3 méthodologies défaillantes provoquant souvent des écarts de chiffres bien trop grands pour donner une idée réaliste du nombre de gilets jaunes dans les rues, la méthode de travail et la rigueur affichée par Gégiscience, ajoutée à celle du nombre jaune, leur octroient une crédibilité que les autres groupes de comptage leur envient certainement. Le nombre jaune arrivera même à se frayer un chemin jusqu'aux informations données par les médias dominants, qui de temps à autre évoquent leurs chiffres. Néanmoins, Gégiscience a récemment décidé de délaisser le comptage de manifestants pour se concentrer sur de nouveaux travaux. Le collectif de chercheurs a cédé sa technologie au nombre jaune pour que ces derniers puissent continuer à l'exploiter. Mais face à l'explosion de la répression sur les manifestants gilets jaunes, le nombre jaune a décidé depuis quelques mois de ne plus fournir l'ensemble de ces données, afin de protéger les participants. Elles sont, selon eux, néanmoins conservées, mais elles ne sont plus disponibles publiquement, ce qui limite de facto la transparence de leur travail. La faute revenant principalement au manque de personnel disponible de leur côté, capable de mettre en place et d'utiliser la technologie de Gégiscience. Ils disent cependant réfléchir à un moyen de pouvoir prochainement à nouveau fournir le détail sourcé de chacun de leurs décomptes. Résumons les qualités et défauts de la méthodologie de Gégiscience et du nombre jaune. Ils utilisent un capteur très précis qui se base sur la vision artificielle via de la reconnaissance faciale. Ils utilisent également une seconde méthodologie scientifique pour définir la masse dans la rue via la densité. Ils ont arrêté de communiquer leurs sources, mais une grande part de leur précédent chiffrage est disponible pour le public, rendant leur travail plus transparent que ceux des autres groupes de comptage. En vérifiant image par image et en comptabilisant un à un chaque manifestant, ils font un travail régulier titanesque qui, s'il est fait avec rigueur, représente indéniablement la source de chiffrage la plus fiable. Enfin, quand ils ne se basent que sur photos ou sur des vidéos incomplètes, ils sous-estiment forcément le nombre de manifestants. Et occurrence dans tout ça, me direz-vous, où sont-ils passés pendant les manifs de Gilets jaunes? Le cabinet proposa bien quelquefois lui aussi ces chiffres, et ce, à partir de l'acte 12 des Gilets jaunes, où occurrence dénombrera un peu plus de 13 000 manifestants sur Paris. Gégiscience, en calculant par densité, ont eux décompté à minima un peu plus de 17 000 personnes, soit là aussi environ 25% d'écart avec occurrence. De quoi une nouvelle fois placer le cabinet indépendant sous le feu des critiques qui lui sont habituellement formulées sur sa méthodologie et sur sa transparence, mais aussi sur sa supposée impartialité. Les Gilets jaunes estimant comme les syndicats avant eux que le cabinet est bien trop entiché avec le petit monde macronien. Déjà dénoncé en 2017 par Manuel Bompard de la France Insoumise suite à la fête à Macron, une manifestation organisée sur Paris par LFI et qui avait été couverte par occurrence, plusieurs tweets d'Assa El Hadari, le président du cabinet, refont rapidement surface. Comme celui du 13 mai 2017, soit juste après l'élection d'Emmanuel Macron et juste avant les élections législatives, dans lequel il apporte son soutien clair et franc à Aurore Berger, alors victime d'un tweet insultant. Un geste honorable en soi, mais où il dit « à ta disposition pour t'aider », avec une certaine idée de la politique. Le fait que cet échange intervienne entre les élections présidentielles et législatives avait à l'époque provoqué de vives critiques à l'encontre d'Assa El Hadari, précisément concernant son idée certaine de la politique. Plus tard, Libé ira même jusqu'à publier plusieurs check news pour tenter de les dédouaner, lui et occurrence. Check news, vous savez, c'est cette partie du journal en ligne de Libération qui, comme il s'en vante lui-même, vous permet de démêler le vrai du faux de l'actualité. Pratique. Chouette! On va enfin savoir la vérité. On va enfin être en mesure d'estimer s'il y a eu compromission entre le pouvoir et un cabinet indépendant engagé par des médias tout aussi indépendants, dont fait partie Libération qui visiblement tient vraiment à nous convaincre de cette indépendance. Un peu comme BFM et les Échos l'avaient fait tout à l'heure. Dans ce premier article de Check News daté de fin mars 2018, on nous explique d'abord en quoi les différentes attaques lancées à l'encontre d'Assa El Hadari sont infondées. Certains des tweets qui avaient été dénoncés par Manuel Bompard sont passés en revue et des explications sont apportées. Comme par exemple quand Hadari félicite Céline Calvez pour son élection en tant que députée LREM, via le partage d'un compte Twitter intitulé « Ensemble avec Macron ». Hadari expliquera alors que son tweet ne visait pas à féliciter Céline Calvez pour son statut de nouvelle députée LREM, mais en tant que président des élèves du CELSA,
l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, il félicitait tout simplement la réussite d'une ancienne élève, ni plus ni moins. Allant même jusqu'à confier à Harry sur Image le 28 mars 2018, comme nous le rapporte Libération dans son Check News, que si elle avait été avec la France Insoumise, il l'aurait félicité de la même manière. Ah, si c'est en sa qualité d'ancienne élève du CELSA qu'il la félicite pour son élection, l'argument paraît irréfutable. D'autant qu'il cite clairement le CELSA dans son tweet. Très bien, passons. Mais comment l'article de Check News traite le titre de la question du tweet d'Assel Adari en soutien à Aurore Berger? Pour Libé, c'est simple. Et qui plus est considéré comme de source fiable par le service de fact-checking, puisqu'il s'agit d'Adari lui-même qui le leur explique. Aurore Berger est aussi une ancienne camarade du CELSA, tout simplement. C'est encore et toujours la raison de son tweet de soutien. Quand bien même il fut envoyé avec une certaine idée de la politique, et même s'il ne mentionne cette fois pas le CELSA dans son texte, cela n'impliquerait aucun soutien politique particulier de la part d'Adari pour Aurore Berger, alors en campagne pour devenir député. Pourquoi pas après tout? Faut reconnaître que Libé est plutôt doué pour démêler le vrai du faux, on est bien plus rassuré maintenant. Les accusations à l'encontre du président d'occurrence sont fallacieuses. Heureusement, parce qu'Assel Adari qui serait accusé de connivence avec En Marche, voilà qui risquerait de remettre également en question la dépendance des médias partenaires d'occurrence. Pensez-vous, c'est impossible. D'ailleurs, Libé est vraiment sûr et certain de son coup, et tient à nous le faire savoir. Le journal décide d'en remettre une couche à peine 3 semaines plus tard, en avril 2018, toujours sur son Check News. Mais à la différence du précédent article qui traitait de l'indépendance d'occurrence de manière générale, cette fois Libération ne focalise que sur ce seul échange entre Assel Adari et Aurore Berger, avec une question explicite: est-ce que le fondateur du cabinet Occurrence, qui compte les manifestants, est un proche d'Aurore Berger? Ce nouvel article n'apporte strictement aucun nouveau détail par rapport au précédent. On y répète que si Adari a tweeté en faveur d'Aurore Berger et en faveur d'une certaine idée de la politique, c'est uniquement parce qu'elle est une ancienne élève du CELSA. C'est pourtant simple à comprendre, c'est fou qu'il faille le répéter 2 fois en 3 semaines. Faites un effort, puisque Check News vous dit qu'Occurrence est totalement neutre, croyez-les bon sang. Il faudra attendre 1 an et demi, jusqu'au 7 octobre 2019, pour voir à nouveau cette affaire ressurgir dans les colonnes de Libé. Suite à la manif contre la PMA, où les chiffres d'occurrence ont une nouvelle fois été fortement critiqués par les manifestants, Libé, qui veut obstinément rétablir la vérité auprès de ceux qui ne l'ont pas comprise, publiera donc son 3e Check News sur cette même question. L'article est quasiment un copier-coller de celui de mars 2018. Il reprend les différents tweets reprochés à Adari, notamment ce fameux en soutien à Aurore Berger. Et l'explication ne varie pas d'un iota. Pour la 3e fois, Libé cite Assel Adari en expliquant qu'il félicitait Aurore Berger tout simplement parce qu'elle était une ancienne élève du CELSA, tout comme en gros il l'avait fait avec la députée LREM Céline Calvez. Sauf que seul petit problème pour Adari, comme pour Libé d'ailleurs, c'est qu'Aurore Berger va se confier à France Info quelques heures après l'apparition de ce 3e Check News. Elle leur expliquera n'avoir en réalité jamais fait partie du CELSA. Ah bah c'est ballot ça, d'un coup toute la défense d'Adari qui reposait sur ce seul argument et dont Libération voulait absolument nous faire prendre conscience, tout tombe à l'eau à cause de France Info et d'Aurore Berger. Le tout quelques heures à peine après ce 3e Check News qui affirmait pourtant l'inverse. Pas de chance. Voilà qui a dû sacrément réemmêler le vrai du faux du côté de chez Libé. De son côté, le président d'occurrence expliquera tant bien que mal à France Info à propos de son erreur sur le parcours scolaire d'Aurore Berger. À l'époque, dit-il, j'aurais mis ma main à couper qu'elle était une ancienne élève du CELSA, sinon je n'aurais jamais publié ce tweet. Non, bien sûr que non, bah non, évidemment. Et pour s'en convaincre, il suffit de relire Libé, qui, dans l'un de ses articles censés sauver le soldat Adari, nous annonçait qu'il n'y avait eu aucun soutien officiel de sa part, ni aucune prise de position pendant la campagne. Ouf, ok, ça va alors. Et dire que tout le monde pense distinguer des tweets de soutien d'Assel Adari à des membres de La République En Marche, alors qu'il ne s'agit en fait que de félicitations adressées à d'anciennes élèves du CELSA, même quand elles n'ont jamais mis les pieds dans cette école. Après tout, l'erreur est humaine. Heureusement que derrière, il existe des articles de presse de qualité qui démêlent pour nous le vrai du faux en nous expliquant rigoureusement les choses. Et Libé nous a rassurés. On est au moins certain d'une chose, c'est qu'en termes de soutien qu'Adari aurait pu formuler directement à Emmanuel Macron ou à En Marche, c'est carré. Aucun lien entre eux, et surtout pas pendant la campagne. Excusez-moi. Sauf que là encore, c'est un peu plus compliqué que ce que le président d'occurrence veut bien nous faire croire. Je me suis amusé à retrouver un dernier tweet d'Adari. Un tweet plus ancien celui-là, et qui n'est jamais cité dans aucun Check News de Libé. Pourtant une référence sur le sujet. C'est le tweet qu'Assel Adari a posté sur le réseau social le 7 avril 2016, dans le cadre de l'exposition sur les 70 ans d'EDF. C'est simple, absolument chaque point énoncé comme sûr et érigé comme source de vérité par Libé, ils sont contredits.
On y voit une photo du futur président de la République, accompagné d'un tweet d'Adari, taguant directement les comptes Twitter officiels de Emmanuel Macron et de En Marche. Bingo! Très cher Asael, ça va commencer à devenir compliqué à défendre cette histoire d'impartialité, non? Ah, mais je vous vois venir. Je commence à me familiariser avec votre manière de vous défendre. Vous pourriez feindre qu'il ne s'agissait que d'un tweet en hommage aux 70 ans d'EDF, plus que pour soutenir Macron. Ou bien vous pourriez tout aussi bien nous expliquer que vous pensiez dur comme fer que notre président était aussi un ancien élève du CELSA. Qui sait? Sauf qu'il reste un petit détail sur lequel se pencher. Vous savez, ce genre de petit détail insignifiant d'apparence, mais qui peut s'avérer très parlant lorsqu'on le resitue dans son contexte. N'avez-vous rien remarqué de spécial dans les informations que je viens de vous donner? Le 7 avril 2016, jour de la publication de ce tweet de soutien En Marche à Emmanuel Macron par Assael Adari. Que s'était-il passé la veille, le 6 avril 2016? Allez, je vous laisse 5 secondes pour tenter de trouver. Alors, vous l'avez? Non? Eh bien, je vous le donne en mille. Le 6 avril 2016, avec un lancement en grande pompe à Amiens, un tout nouveau parti politique venait de voir le jour. Vous l'aurez compris, il s'agit de La République En Marche. Tadam! Eh oui, sacrée coïncidence, n'est-ce pas, que ce tweet qui cite le Twitter officiel d'Emmanuel Macron et de celui de son tout nouveau parti le lendemain même du lancement officiel d'En Marche. N'en déplaise à Libé, dont j'attends avec impatience le futur check news sur le sujet, l'indépendance supposée du cabinet Occurrence et de son président ne tient plus. Il est manifeste qu'Assael Adari n'assume pas d'avoir une certaine idée de la politique macronienne. On en conclura que voici encore un manque de transparence évident de ce cabinet indépendant. J'aurais pu vous parler des partenaires avec lesquels travaille ou a travaillé régulièrement Occurrence, comme EDF, BNP Paribas, Areva, la Française des Jeux, le Crédit Agricole, et même le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais la liste serait longue, les explications pompeuses, et les exemples donnés semblent déjà suffisamment explicites pour ne pas avoir à vous embêter avec ça. Là où les syndicats ne cachent pas leur idéologie politique, tout comme les Gilets jaunes, Occurence, lui, tente de se faire passer pour neutre. Bien essayé. Ok, résumons, nous en sommes à ce stade de notre enquête. On différencie donc 4 méthodes de comptage. La police clique sur un compteur tous les 10 manifestants observés et recompte si nécessaire via vidéo. Les syndicats comptent à la louche, au milieu du cortège. Ils peuvent aussi calculer le nombre de bus affrétés pour la manifestation afin d'affiner leurs chiffres. Le nombre jaune et Science comptent en dehors des manifestations sur photos et vidéos et à l'aide d'une technologie de reconnaissance faciale et ou de comptage par densité. Le collectif s'appuie sur un vaste réseau de référents locaux lui permettant d'authentifier ses sources. Occurence utilise une technologie de captation et recompte 6 passages de 30 secondes pour affiner sa marge d'erreur. Mais ces méthodes ont toutes révélé leurs limites. La police est incapable de compter précisément des foules importantes ou des manifestants qui décideraient de ne pas passer devant eux. Aucune transparence dans leurs méthodes. Les syndicats sont incapables de compter avec précision, a fortiori par forte affluence. Aucune transparence dans leurs méthodes. Le nombre jaune est obligé de faire confiance à ses référents locaux pour valider le contenu sur lequel ils travaillent. Le collectif de Gilets jaunes est incapable de ne pas donner de chiffres sous-évalués. La transparence est totale pendant les premiers mois, plus limitée aujourd'hui. Occurence utilise un capteur défaillant provoquant de nombreux bugs et dont l'algorithme n'est pas analysable. Le cabinet est incapable de compter une foule dense et sa connivence avec le pouvoir est établie. Aucune transparence. En bref, ce que l'on peut retenir de chaque méthode, la police est fiable sur des petits et moyens cortèges. Elle ne l'est pas sur les grands et lors de manifs sauvages. Les syndicats sont plutôt fiables sur les petits cortèges, ils ne le sont pas sur le reste. Le nombre jaune possède actuellement la technologie la plus fiable pour compter de gros cortèges, autant via son algorithme qu'avec son comptage par densité. Occurence est fiable sur les cortèges peu denses, il perd en fiabilité au fur et à mesure qu'une manif se densifie. On peut partir du postulat que le nombre de manifestants communiqués par les syndicats, par le nombre jaune et par Occurence sont tous fournis de manière partisane. Ils peuvent être suspectés de servir à un camp précis, le leur. Mais qu'en est-il de la police dans tout ça? Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ah! Mais faut-il en déduire que les chiffres du préfet de Castaner ne seraient pas neutres? Voire même qu'ils pourraient être volontairement minimisés pour ne pas dire mensongers? La question se pose, car aujourd'hui encore, les médias principaux, quand ils ne font pas appel au cabinet Occurence, se fient toujours aux chiffres fournis par Beauvau. Pour bien comprendre, pour vérifier si le ministère de l'Intérieur pourrait chercher à manipuler les apparences et les chiffres, revenons sur l'acte 5 des Gilets jaunes, qui s'est déroulé à Paris le 15 décembre 2018 et qui fait suite à 2 des actes les plus violents du mouvement. C'est également la première fois que les Gilets jaunes redescendent dans la rue depuis le discours d'un Emmanuel Macron qui vient de consentir à lâcher plus de 10 milliards d'euros face à la crise que traversait le pays.
Un acte 5 très attendu par toute la France, donc, puisqu'il est censé tâter le pouls de la contestation après ces annonces faites par l'Élysée, avec l'enjeu évident pour le gouvernement qu'il y ait moins de manifestants dans la rue que lors du samedi précédent. Et les chiffres donnés en fin de journée de ce 15 décembre par le ministère de l'Intérieur vont aller pleinement dans ce sens. Beauvau comptabilisera 66 000 manifestants dans toute la France, dont seulement 4 000 à Paris. Il s'agit là d'une baisse très importante comparée aux chiffres de l'acte précédent, le 8 décembre 2018, où le ministère avait recensé environ le double de participants avec 126 000 personnes en France. Il y aurait donc bien eu un effet Macron? C'est en tout cas ce que les chiffres veulent nous faire penser. Il est précisé que c'est en plus le pic maximal de mobilisation qui a été mesuré à 4 000 manifestants à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu plus de 4 000 gilets jaunes dans les rues de Paris ce jour-là. Vérifions cela d'un peu plus près. Regardons 3 extraits compilés d'un reportage réalisé le jour même par BFM qui avait placé sa caméra en hauteur au niveau des Champs-Élysées. Les premiers gilets jaunes défilent sur les Champs-Élysées, symbole de leur lutte. Une manifestation pacifique, avec toutefois moins de participants que la semaine dernière. Il y a moins de monde pour l'instant, il y a autant de forces de l'ordre, mais il y a moins de manifestants, clairement, encore. Je ne sais pas si c'est la température qui fait ça, mais il y a moins de monde, vraiment moins de monde. À l'approche du rond-point des Champs-Élysées, les gilets jaunes se retrouvent bloqués en mode statique. Les forces de l'ordre les encerclent, refermant ainsi un périmètre restreint. Parqué pendant plus d'1 heure, un passage de sortie est finalement ouvert. Sans nul doute, BFM confirme la forte baisse annoncée par le ministère de l'Intérieur. Les images des Champs-Élysées ainsi que l'interview appuient ce sentiment. À la vue de ce reportage, on ne peut qu'être convaincu de l'énorme essoufflement. Qu'il y ait eu une baisse pour cet acte paraît réel. Nul doute que certains gilets jaunes ont pu considérer que les annonces faites par Emmanuel Macron étaient satisfaisantes, tout comme d'autres ont été effrayés par la répression policière déjà à l'œuvre depuis 2 semaines. Faut-il rappeler que le plus grand nombre de mutilés, de blessés, d'incarcérés l'ont été lors des premiers actes du mouvement? Mais de là à ce que la baisse soit si importante, est-elle seulement crédible au regard de ce que l'on sait? Pas sûr. Suite à cet acte 5, le compte Facebook de Cerveau non disponible, une page de gauche alternative importante et très suivie par les Gilets jaunes, a relaté les événements s'étant déroulés sur Paris en cette journée du 15 décembre 2018. On y lit que 56 stations de métro étaient fermées. 56, rien que ça. On y lit également qu'il faut par conséquent au moins 1 heure minimum pour rejoindre les champs à pied, et que les principaux axes y menant ont été bloqués. Enfin, on apprend que chaque groupe qui se forme ailleurs dans Paris est systématiquement nassé pour éviter qu'il ne converge vers les Champs-Élysées. Concernant les stations de métro, j'ai vérifié, elles étaient bien toutes fermées autour des champs ce jour-là. Pour ce qui est des autres groupes de gilets jaunes présents ailleurs dans Paris, il y en a bien eu au minimum un autre important au même moment. Un cortège qui a été lui aussi filmé par BFM, encore une fois, et oui, ils étaient donc à la fois sur les champs et à l'opéra. En voici 3 courts extraits. On constate que rien qu'à Opéra, où se trouvaient Maxime Nicole et Priscilla Ludowski, 2 figures médiatiques au début du mouvement, la place était remplie. Si on ajoute ce groupe présent sur la place de l'Opéra à celui qu'on a vu tout à l'heure sur les champs, on peut sans trop se tromper affirmer que l'on dépassait allègrement les 4000 manifestants présents sur Paris ce jour-là. Allez, une fois n'est pas coutume, soyons sympas avec BFM et partons de l'idée qu'ils n'ont fait que reprendre les chiffres sous-évalués que leur fournissait le ministère de l'Intérieur ce 15 décembre 2018 et qu'ils n'ont pas pris conscience qu'entre les gilets jaunes présents à Opéra et ceux sur les champs, on avait là bien plus que 4000 personnes. Pourquoi pas? Mais Castaner et son équipe, pouvaient-ils ignorer que ces chiffres étaient farfelus? Serait-il envisageable que le ministère de l'Intérieur ait cherché à manipuler l'opinion? Non, ce n'est pas le genre de la maison. Des gens ont attaqué un hôpital. Ah, peut-être que si alors. Pour tenter d'avoir une autre lecture des choses sur ce qui a pu se passer le 15 décembre 2018 à Paris, je vous propose de regarder quelques extraits d'un film réalisé par un YouTuber du nom de CryShark, toujours disponible sur sa chaîne. Dans cette vidéo, il nous explique ce que lui a vécu du côté des champs lors de cet acte 5. Alors qu'il assistait à sa première manifestation de Gilets jaunes, vous allez comprendre pourquoi, comme le relatait Cerveau non disponible, les accès aux champs étaient bloqués, et quelle a certainement été la stratégie de Beauvau pour falsifier les apparences. On peut voir que toutes les rues qui amènent aux Champs-Élysées sont fermées. En fait, il y a comme un tracé pour nous emmener aux Champs-Élysées. Il est à peu près 10 heures, on arrive sur les Champs-Élysées et on commence à voir les premiers cordons de CRS remonter l'avenue afin de pousser un peu les gilets jaunes à rentrer dans les Champs-Élysées. Et là, vous voyez, on est en train de nous pousser au cul pour aller dans les champs. Là, on arrive sur les champs, vous voyez, les CRS commencent à faire le cordon, le premier groupe de gilets jaunes descend, mais vous voyez commencer à voir se former le fameux cordon de CRS qui nous pousse en fait sur le même trottoir.
sur ce même trottoir afin que tous les gilets jaunes qui sont en bas des champs soient réunis à un seul et même endroit. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comme la personne vient de le dire, ils bloquent en haut, ils bloquent en bas. Et comme vous pouvez voir, les CRS sont là, devant nous, en train de fermer l'avenue en fait. Et pourquoi ils ferment? Tout simplement parce que les caméras des réseaux du Média de France, en fait, sont juste en face de nous, sur le balcon que vous venez de voir. Ils sont tous là-haut. Il y a 5-6 caméras qui sont installées. Et ces caméras, forcément, ont besoin d'images, ont besoin de montrer que le rassemblement des Gilets jaunes s'essouffle. Chose que on ne voit pas à la télévision, c'est que, au fur et à mesure, les CRS refermaient, mais que les gens s'attrouperaient de plus en plus. Et là, on va se retrouver à peu près, je sais pas moi, peut-être 500, 1000 personnes enfermées juste avant cette petite ruelle, cette rue là-bas. Mais des autres Gilets jaunes arrivent du haut des Champs-Élysées et ils sont en train de descendre, ils sont en train de revenir vers eux. Et là, ça commence à faire flipper un peu les CRS. On essaye de monter, mais on ne peut pas parce que voilà, le cordon ferme correctement le cortège des Gilets jaunes. Que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite. En fait, on est enfermé, on est parqué à un endroit bien précis. Ce qui est vraiment étonnant quand même, c'est comme la semaine dernière quand vous y étiez, vous, c'est qu'il y a les caméras qui sont là-bas sur le balcon, et tout le cordon nous ferme juste devant les caméras en fait. C'est vraiment ça qui est très impressionnant. Vous voyez ce monde, vous voyez ces 2000 personnes, soi-disant des réseaux des médias de France. Vous voyez 2000? Non, je vois plus de 2000 personnes. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on voit un cordon de CRS en plein milieu de cette foule qui sépare bien le petit groupe qu'ils ont enfermé depuis 1 heure et le groupe qui est arrivé du haut. Et bien sûr, ils ouvrent tout, forcément. Qu'avons-nous appris en regardant ce film? Déjà que les accès aux champs étaient bien bloqués. On l'a vu avec les grilles de protection. Ensuite, qu'il y a eu des manœuvres volontaires des forces de l'ordre pour rassembler et isoler les gilets jaunes à un endroit précis de l'avenue. Un endroit face auquel étaient postées les caméras de télévision, comme celle de l'agence de presse AP, qui alimentait entre autres le Figaro Live en images ce jour-là. On constate bien l'effet de loupe que cela occasionne du point de vue du ressenti du spectateur sur le nombre de manifestants présents. Ce seront les seuls courts extraits en hauteur proposés dans cette vidéo du Figaro. Là où la vidéo de BFM que nous avons vue tout à l'heure laissait penser qu'il y avait un petit peu plus de monde, puisqu'elle était filmée avec un plan un peu plus large. Avez-vous remarqué comment sur la dernière image, le plan est coupé sur la droite de l'écran, ne permettant pas de définir s'il y a du monde encore derrière le magasin Disney et derrière la bouche de métro? Pourtant, sur les images de notre YouTuber, on distingue une foule qui dépasse largement le magasin Disney, ainsi que l'entrée du métro, où se situe sur la droite de l'écran 4 personnes surélevées par rapport à la foule. Les images de BFM, bien qu'un peu plus généreuses que celles de l'agence AP, trompent donc, volontairement ou non, une partie réelle du cortège. De quoi, dans tous les cas, alimenter chez le téléspectateur toujours plus le sentiment que peu de monde était présent sur Paris ce jour-là. Pour quelle raison alors le ministère de l'Intérieur a-t-il donné l'ordre de bloquer un groupe de gilets jaunes sur les champs sous l'œil de caméras de chaînes de télé dont il connaissait obligatoirement l'emplacement? Pourquoi les forces de l'ordre ont-elles cherché à empêcher d'autres manifestants de rejoindre les champs, que ce soit en plaçant des barrières de protection dans les rues adjacentes ou en refermant l'avenue après que notre YouTuber et ses amis ne s'y soient aventurés? Et pourquoi avoir fermé 56 stations de métro autour des champs pour empêcher toute convergence sur place? Pourquoi? Pour éviter la casse, certainement, même si ça ne fait que la déplacer dans les rues adjacentes. Mais uniquement pour cette raison? Laissez-moi vous soumettre mon interprétation qui ne demande qu'à être factuellement contestée. Le ministère de l'Intérieur, peu importe les informations qu'il reçoit en off sur le nombre de manifestants dans la rue et sur la taille des cortèges, le seul point sur lequel il se base depuis toujours pour communiquer ces chiffres, c'est sur le décompte officiel effectué par les équipes de la préfecture. Peu importe ce qui sera constaté sur le terrain par un tiers, par des médias, par vous ou par moi, seul le chiffre de ces agents sera pris pour référence. Or, comme je vous le disais un peu plus tôt, on peut imaginer que lors des premiers actes parisiens, les agents étaient toujours situés sur les Champs-Élysées, compte tenu des appels répétés au fil des semaines à particulièrement converger sur cette avenue. Elle était la cible la plus évidente à couvrir du point de vue de la préfecture. Si les agents de la préfecture étaient positionnés sur les champs ce jour-là, comme on peut légitimement le penser, cela pourrait-il expliquer l'isolement sans raison apparente qu'a subi ce groupe de gilets jaunes lors de cet acte 5 ? Impossible de le dire, puisque le ministère ne communique ni l'emplacement des agents, ni l'heure à laquelle ils effectuent leur relevé. C'est ce que nous explique le chercheur chez Gigi-Sciences. Voilà, par exemple, pour cet acte-là, l'acte 31, nous avons fait une expérimentation. Nous avons utilisé notre méthode par vision artificielle à 3 moments dans la journée. Une fois le matin, une fois en début d'après-midi et une fois en fin d'après-midi. Pour voir comment, d'une part, le cortège évolue, est-ce qu'il grossit, est-ce qu'il diminue,
ce jour de temps, et comparé avec le décompte du ministère. On s'est rendu compte que le ministère avait compté ici, par exemple, le matin. Le matin, on avait trouvé 925 manifestants. Eux ont trouvé 950 manifestants. Sauf qu'après, le ministère n'a communiqué que ce chiffre. Ils se sont arrêtés, c'est leur chiffre final. Sauf que nous avons compté à plusieurs moments de la journée. À 15h, nous trouvons 1402 manifestants. C'est-à-dire qu'il y a 50% de manifestants en plus qui ont rejoint le cortège entre le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que le ministère n'a pas compté un manifestant sur 3 ce jour-là. Et on sait que le matin, il y a toujours moins de manifestants. Et c'est l'un des problèmes, c'est que la méthodologie du ministère n'est pas suffisamment transparente. Elle change souvent. On ne sait pas à quelle heure les agents comptent. Ils peuvent compter des fois le matin, des fois ils comptent l'après-midi, des fois ils comptent le soir, quand la manifestation est déjà en train d'être dispersée. On l'a déjà vu par exemple à Toulouse de nombreuses fois. Il y a trop de paramètres qui changent et pas assez de transparence. Le ministère, par exemple, pourrait publier un détail de l'heure à laquelle chaque décompte est fait, et dans chaque ville. Mais le ministère ne communique pas ces chiffres-là, ces détails. De ne pas savoir où étaient situés les agents de la préfecture empêche de pouvoir vérifier si les gilets jaunes isolés sur les champs devant les caméras de BFM lors de cet acte 5 l'ont été également pour être comptés par les agents. De la même manière, au cours de nombreuses récentes manifestations, lorsque certains cortèges sont subitement cassés par les forces de l'ordre, voire sont divisés en plusieurs groupes sans raison apparente, si l'on connaissait l'emplacement exact des agents de la préfecture, cela permettrait de vérifier s'il y a eu ou non ordre de Beauvau d'abuser de la force légitime dans le seul but de disperser une partie de la foule juste avant qu'elle ne soit comptée. Cette absence de transparence du ministère empêche de lever tout doute sur la question, et le simple fait que ces failles existent est fortement dommageable d'un point de vue démocratique. Impossible donc de savoir où et quand les policiers ont compté 4000 personnes ce samedi 15 décembre 2018 sur Paris. Une chose est cependant sûre, même si les manifestants étaient certainement moins nombreux que les semaines précédentes, les agents de la préfecture ne pouvaient pas être partout. Or, des gilets jaunes, il y en avait justement partout dans les rues ce jour-là. Où qu'ils aient été placés lors de l'acte 5, et peu importe l'heure à laquelle ils ont fait leur relevé, les deux équipes de policiers en charge du comptage n'ont obligatoirement pas pu comptabiliser tous les gilets jaunes qui n'ont soit pas voulu, soit pas pu passer devant leur point de comptage. Et Beauvau, conscient de cette faille, conscient de la possibilité qui lui est ainsi offerte de pouvoir décider du nombre de personnes devant défiler sous le fenêtre des agents de la préfecture dont il connaît parfaitement l'emplacement. N'aurait-il pas pu trouver là le moyen de contrôler avec précision le nombre de manifestants présents sur lequel il voulait pouvoir ensuite communiquer en fin de journée? Le choix de refermer l'avenue des Champs-Élysées une fois qu'un nombre suffisant de gilets jaunes s'y trouvait a permis, volontairement ou non, de factuellement les filmer par les caméras de télévision tout en les faisant très certainement être comptés par la préfecture de police. De quoi crédibiliser au maximum la future communication du ministère. Difficile de le prouver parfaitement, je vous le concède. Mais il semble tout aussi impossible de démontrer que ce n'est pas ce qu'il s'est produit. Par manque de transparence du ministère, ces deux hypothèses sont viables toutes les deux. Et à la vue des différentes images et à l'écoute des témoignages dont nous venons de prendre connaissance, en termes d'analyse, on peut sensiblement pencher dans un sens plutôt qu'un autre. Le ministère de l'Intérieur n'avait-il pas intérêt à tout mettre en œuvre ce jour-là pour prouver que plus que n'importe quel jour, la mobilisation avait fortement chuté? Castaner et ses subordonnés n'avaient-ils pas tout intérêt à faire croire aux gilets jaunes qu'ils étaient de moins en moins nombreux à se mobiliser dans le but de chercher à les décourager d'y retourner le samedi suivant? Non, toute cette mise en scène n'avait certainement pas non plus pour but de laisser penser que les annonces d'Emmanuel Macron faites 5 jours plus tôt avaient été entendues et que par conséquent le mouvement était en train de s'éteindre. Quelle lecture des faits improbable, n'est-ce pas? Tant que j'y suis, serait-ce vraiment mal intentionné de ma part que de penser qu'avec cette moitié de gilets jaunes rentrés chez elle, grâce aux annonces bienfaitrices faites par notre président, cela aurait permis dès le lendemain, le 16 décembre, sur France 3, d'ouvrir la voie à des éléments de langage de ce type. Donc là, maintenant, des mesures ont été prises, des réponses ont été apportées, 2 lois vont être prises, un grand débat national va s'ouvrir, donc les combats, c'est fini, le débat, c'est maintenant. Richard C'est Ferrand, pas 65 000 personnes vous êtes en train de dire aux vont Gilets parler jaunes au nom de 65 millions de vous êtes en Français. train de dire Ce que je sais, moi, c'est que puisqu'il y a des personnes qui, au nom de 65 000, voudraient régenter la vie de 65 millions, il y a quelque chose de très pratique qui s'appelle la démocratie. Et la démocratie, ça passe par les élections. 66 000 manifestants, M. Ferrand, pas 65. Attention à ce que vous dites ou on va finir par vous accuser de vouloir fausser les chiffres afin de minimiser l'ampleur du mouvement. Et il existe beaucoup d'autres incohérences de plus en plus flagrantes. Revenons par exemple sur l'acte 12 que nous évoquions un peu plus tôt. Vous savez qu'en l'occurrence effectuera son premier relevé sur Paris d'une manif de gilets jaunes. Ce jour-là, avec plus de 13 000 manifestants comptabilisés,
Le cabinet a pour une fois annoncé des chiffres bien plus élevés que ceux de la préfecture de police de Paris, qui elle n'en a décompté que 10 500. Un écart qui passe même à presque 70% comparé aux chiffres obtenus par Gégiscience. Des écarts qui conforteraient l'idée que le ministère de l'Intérieur tire visiblement fortement vers le bas le nombre de manifestants présents dans les rues, tant qu'aucun autre décompte cité par les médias ne lui fait véritablement concurrence. Seul fournisseur officiel de chiffres lors des manifestations de Gilets jaunes, Beauvau se fait visiblement plaisir. Un soupçon de manipulation qui prend encore plus de corps lorsqu'on lit les déclarations faites à Libération en avril 2015 par Luc Bérille, ex-secrétaire général de l'UNSA, l'un des syndicats majoritaires de la police. Il disait « Ce ne sont pas les policiers qui annoncent les chiffres, mais l'autorité publique. Or, les hauts fonctionnaires, en liaison directe avec le gouvernement, ont tendance à appliquer des correctifs, par choix politique. Les autorités auraient ainsi tendance à opter pour des chiffres plutôt dans la fourchette haute ou basse, selon leur intérêt. Donc un intérêt tirant visiblement à la baisse, voire à la chute, concernant les Gilets jaunes. À quel point le ministère de l'Intérieur a-t-il pu minimiser l'ampleur des différents actes de ce mouvement? Nul ne le sait. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu tellement de points de manifestation en même temps en France certains samedis, parfois plusieurs dizaines de différents dans une même ville, qu'on ne pourra sûrement jamais le définir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Beauvau a alors donné l'ordre à toutes les préfectures en région de ne plus communiquer aucun chiffre sur le nombre de gilets jaunes relevés, comme nous le rapportait 20 minutes dans son édition spéciale autour de l'acte 12. Ce fut le cas à Bordeaux, tout comme à Strasbourg, ou à Nantes, ou encore à Toulouse, avec en prime en Haute-Garonne la préfecture qui avoue clairement qu'elle ne donne plus les chiffres sur ordre du ministère. Qu'avait donc à craindre Castaner en décidant subitement d'interdire aux préfectures de communiquer leurs chiffres? Ne plus avoir seule la main sur la communication de ces fameux chiffres revenait à prendre le risque que l'on constate de plus en plus les incohérences entre ce qui était vu sur le terrain et les chiffres que les préfectures fournissaient. La preuve le jour même où la préfecture de police de Paris avait, elle, continué à annoncer son propre chiffre. Ce qui donnait une situation quelque peu croquignolesque, puisqu'en milieu de journée, on avait d'un côté la préfecture de Paris qui annonçait 10 500 manifestants dans la capitale, tandis que le ministère en annonçait 17 000 dans toute la France, alors que de nombreux cortèges étaient signalés partout en province. Nous avons là la démonstration du danger pour Beauvau que représente le fait que les préfectures puissent donner leurs propres chiffres sans passer par le ministère de l'Intérieur, a fortiori en région, où il est plus difficile pour Paris de s'assurer de la loyauté du personnel travaillant en préfecture. Autant de raisons de tenir au maximum la communication sur un sujet si polémique. Dans la même veine, un autre phénomène est également apparu lors de manifestations de Gilets jaunes, l'atteinte à la liberté de la presse, exercée par les forces de l'ordre à l'encontre des journalistes présents au sein des cortèges. De très nombreux journalistes indépendants ont été ciblés, comme par exemple Rémi Buzine de Brut, spécialiste de vidéo live au cœur des manifestations et souffre-douleur favori des forces de l'ordre. Ils veulent m'embarquer? Ah non, mais c'est pas possible. Pourquoi l'avoir autant ciblé, lui? Pourquoi avoir interpellé autant de journalistes? Pourquoi en avoir blessé autant? Par leur présence au sein des cortèges et de par les images en direct qu'ils proposent, ces journalistes au cœur de l'action fournissent des éléments suffisants pour démontrer la supercherie autour des chiffres annoncés par Beauvau. Les cibler revient à les empêcher d'exercer leur travail, afin de limiter au maximum les images compromettantes qu'ils pourraient réaliser contre le pouvoir. On retrouve la même logique vis-à-vis des violences policières, dont le but premier est de terroriser le plus de monde possible de manière à faire baisser au maximum le nombre de gilets jaunes souhaitant risquer de revenir le samedi suivant. En réalité, le ministère de l'Intérieur et l'exécutif dans son ensemble ont toujours été obsédés par le nombre réel de gilets jaunes dans la rue. Tout a été mis en place dès le premier jour pour le minimiser, tout en cherchant en parallèle à le réduire dans les faits le plus rapidement possible, peu importe les moyens utilisés, en blessant, en mutilant, en arrêtant, en les stigmatisant, etc., etc. Un autre point souvent soulevé par les Gilets jaunes pour décrédibiliser les chiffres du ministère de l'Intérieur concerne le ratio nombre de manifestants, nombre de forces de l'ordre officiellement déployées. J'aurais pu prendre une multitude d'exemples pour vous démontrer l'aberration des chiffres, mais concentrons-nous rapidement sur les actes 8 et 9 du 5 et du 12 janvier 2019. Le gouvernement qui misait sur un essoufflement du mouvement après les fêtes a alors constaté un vrai regain dès les premiers jours de 2019. Le ministère de l'Intérieur dénombrera 50 000 manifestants tout ronds en France pour seulement 3 500 personnes à Paris, que l'on a le sentiment de tous apercevoir ici sur cette seule photo de Reuters illustrant l'article de l'Express du 5 janvier 2019. Voici une vidéo tournée par le compte YouTube TV Patriote lors de cet acte 8.
Ah bah là, il est plein, hein. Il y a encore 1 kilomètre avant, il y a des. Là encore, chacun se fera son avis en regardant ces images. Un avis à la syndicale, j'ai envie de dire. Un avis à la louche pour estimer le nombre de personnes présentes et pour tenter de deviner si les 3500 gilets jaunes annoncés par Beauvau y sont bien, voire même en plusieurs fois. Pour l'avis scientifique, c'est Gégiscience qui s'en chargera, en se basant sur la photo de Reuters, c'est-à-dire en ne tenant compte uniquement que des manifestants que l'on voit sur cette seule photo. Le groupe de scientifiques a calculé avec sa méthodologie par densité qu'il y avait un peu moins de 4500 personnes, soit 28% de plus qu'annoncé par le ministère. Et on ne parle là que du nombre recensé sur cette photo, alors que l'on voit bien sur la vidéo qu'il y avait beaucoup plus de monde présent. De quoi présumer que les 3500 manifestants annoncés par Beauvau ont été largement dépassés ce 5 janvier 2019. Ce jour fut également marqué par un autre moment très médiatisé du mouvement. C'est celui où un ancien boxeur professionnel a décidé de porter des coups sur un gendarme mobile pour défendre une femme matraquée. Son nom, Christophe Détinger. Son cas a divisé la France. Délinquant pour les uns, héros populaire pour les autres, le gouvernement n'avait guère d'autre choix que de réagir immédiatement pour ne pas risquer l'embrasement. Édouard Philippe se rendit donc 2 jours plus tard, le lundi 7 janvier, sur le plateau du JT de 20h de TF1, afin de prévenir qu'il y aurait davantage de forces de l'ordre présentes le samedi suivant. Afin de garantir l'ordre public, auquel nous sommes tous attachés, auquel les Français sont légitimement très attachés, nous avons pris la décision pour samedi prochain de faire en sorte d'assurer une mobilisation considérable des forces de l'ordre. C'est une réponse opérationnelle. Il y aura près de 80 000 agents des forces de l'ordre, près de 5 000 policiers et gendarmes à Paris samedi prochain pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. 80 000 forces de l'ordre seront donc mobilisées dans toute la France alors que les chiffres du ministère annonçaient seulement 50 000 personnes 2 jours plus tôt. Et 5 000 policiers seront sur Paris pour cet acte 9 alors que, comme nous venons de le voir, Beauvau n'a compté que 3 500 manifestants présents dans la capitale lors de l'acte 8. On pourrait donc avoir 3 policiers pour 2 manifestants si l'on restait sur une mobilisation équivalente du côté des Gilets jaunes. Quelle que soit l'interprétation que l'on fait des chiffres donnés par le ministère, ça n'a dans tous les cas pas de sens d'un point de vue démocratique. Soit le ministère ment en sous-estimant volontairement le nombre de manifestants présents lors de cet acte 8, ce qui expliquerait le besoin de renforts policiers le samedi suivant, soit il y avait véritablement 3500 gilets jaunes présents à Paris. Auquel cas, en voulant sortir autant de forces de l'ordre pour si peu de manifestants, c'est qu'on aurait véritablement quitté le champ démocratique pour virer vers un État totalitaire, dont l'une des caractéristiques principales est précisément la surprésence policière. Faites votre choix. L'acte 9 arrivé puis passé, Beauvau admettra un regain de mobilisation ce samedi 12 janvier 2019, en annonçant 84 000 gilets jaunes dans toute la France, dont 8 000 à Paris. Voyons donc ce que 8 000 gilets jaunes présents lors de l'acte 9 représentent. Si nous avons face à nous ici 8000 gilets jaunes comme le prétend le ministère, cela veut dire que 5000 forces de l'ordre représenteraient un peu moins de 2/3 de la foule que l'on voit. Cela ferait peur, n'est-ce pas? Rassurez-vous, s'il est assurément difficile de définir le nombre de manifestants qui ont pu être présents sur Paris ce jour-là, on peut être en droit de penser qu'il y a plus de 8000 gilets jaunes ici, comme le suggère cette haute vidéo prise un peu plus tôt dans la journée et que l'on va accélérer pour véritablement nous permettre de prendre la mesure de la taille du cortège. Vous remarquez que la vidéo ne débute pas en tête de cortège, tout comme nous n'en verrons pas la fin. Le ministère a menti la semaine précédente, comme nous l'avons démontré. Il a très vraisemblablement recommencé lors de cet acte 9. Quel que soit l'endroit où étaient situés les agents de la préfecture censés compter ce cortège, celui-ci n'a pas désempli et son parcours a été respecté du début à sa fin. Les gilets jaunes sont donc cette fois forcément passés unis devant les agents de la préfecture. Soit les agents ont mal compté, soit l'autorité politique a falsifié les relevés originaux, mais il y a un problème évident concernant ces actes 8 et 9. Et des cas comme ceci, il en existe plusieurs. Je vous en soumets un dernier, certainement le plus parlant à mes yeux. Beaucoup de choses y sont condensées. Le 16 mars 2019, lors de l'un des actes les plus violents avec ceux de décembre 2018, où notamment des boutiques de luxe des Champs-Élysées, dont le Fouquet's, ont été saccagées. Le ministère de l'Intérieur avait alors dénombré 10 000 gilets jaunes. 10 000 gilets jaunes qui auraient donc à eux seuls occasionné des dégâts considérables sans que les 5 000 forces de l'ordre, là encore annoncées comme présentes sur la capitale, ne soient en mesure d'intervenir. Il est vrai qu'il y avait ce jour-là plusieurs manifestations non pareilles. Une marche pour le climat au départ d'Opéra et une contre les violences policières sur la place de la Madeleine.
De quoi limiter le nombre de policiers uniquement consacrés au maintien de l'ordre sur les Champs-Élysées. France 3 nous en apprendra davantage sur le dispositif mis en place ce jour-là. Pas moins de 5000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale, dont 1500 dédiés uniquement aux interpellations des casseurs et des plus violents. Il y avait donc en tout 1500 policiers spécialisés dans l'interpellation de casseurs sur les champs ce 16 mars 2019. On peut également penser que d'autres agents moins spécialisés, mais tout aussi policiers, étaient également présents autour de la plus belle avenue du monde ce 16 mars. Pour autant, sur les 10 000 gilets jaunes comptabilisés, vous vous doutez bien que tout le monde n'est pas d'humeur violente, ni ne possède l'âme d'un casseur. C'est pourquoi France 3 nous révélera le nombre d'individus violents recensés par Beauvau. Ils étaient au total 1500 ultra-violents selon le ministère de l'Intérieur, infiltrés au milieu de 10 000 gilets jaunes, compliquant davantage leur intervention, assurent des policiers. Première remarque, on apprend qu'il n'y avait finalement pas 10 000 personnes sur les champs, mais bien 1500 casseurs plus 10 000 gilets jaunes, c'est-à-dire 11 500 manifestants, soit 1500 personnes supplémentaires que ce qu'annonce Beauvau dans ses chiffres du jour, c'est-à-dire tout de même 15% en plus. Et surtout, je rappelle qu'il y avait, je cite à nouveau France 3, 1500 forces de l'ordre dédiées à l'interpellation des casseurs et des plus violents. Comment expliquer alors que les forces de l'ordre ont semblé à plusieurs reprises débordées hier par ce déchaînement de violence? Comment expliquer qu'elles ont été absolument incapables d'empêcher le saccage de 80 boutiques de luxe réalisé par le même nombre d'individus qu'eux? 1500 policiers spécialisés dans ce type d'intervention n'ont pas été en mesure d'arrêter 1500 personnes dissimulées au milieu de seulement 10 000 gilets jaunes. Soit le commandement de la police est purement incompétent, soit il y a eu un mensonge de Beauvau sur le nombre de manifestants présents sur les champs ce jour-là. Ce qui expliquerait pourquoi les forces de l'ordre ont eu tant de mal à intervenir. Certains diront que les deux réponses sont acceptables. Toujours est-il que nous avons des images de seulement une partie du cortège, des images que l'on doit à la page Twitter de Sardou disponible. On y voit une foule dense et étendue, suffisamment nombreuse pour mettre à mal l'idée qu'il n'y aurait là que 10 000 personnes. Pardon, 11 500. Le membre de Gégiscience nous raconte à son tour les choses surprenantes qu'il a constatées en ce jour du 16 mars 2019 sur Paris. Rappelez-vous tout à l'heure, il nous expliquait sa méthodologie de comptage par densité réalisée le même jour sur la place de l'Opéra, et où il avait comptabilisé près de 40 000 marcheurs pour le climat. Et on obtient à ce moment-là un décompte qui est par exemple dans le cas là, de la manifestation du 16 mars pour le climat, d'environ 40 000 manifestants. Pour contexte, le ministère avait calculé 36 000, Occurrence avait calculé environ 40 000 aussi, et on a aussi un autre comptage par vision artificielle qui a compté plus que 40 000. Donc là, les chiffres du ministère d'Occurrence et les vôtres concordent, et on peut dire que le travail effectué à ce moment-là par la police et Occurrence était plutôt fiable. Oui, ce jour-là, c'était plutôt fiable. Et ce qui est étonnant, c'est que nous avons appliqué la même méthode de comptage, le même jour, au cortège des Gilets jaunes, qui étaient séparés. Et nous avons trouvé aussi environ 40 000 manifestants. Dans le même temps, la préfecture n'a compté que 10 000 manifestants. Donc en utilisant la même méthode, notre comptage concorde avec non seulement la préfecture, mais aussi Occurrence pour le climat, mais pas pour les Gilets jaunes. Tiens, voilà qui expliquerait pourquoi les 1500 forces de l'ordre ont eu du mal à intervenir sur les 1500 casseurs, en fait dissimulés au sein de 40 000 gilets jaunes minimum, puisque là encore, le chiffrage ne se base que sur la vidéo. D'autant qu'il convient d'ajouter que ce jour-là, il y a eu plusieurs manifs sauvages de gilets jaunes partis depuis l'avenue des Champs-Élysées, dont une importante rejoindra la manif contre les violences policières sur la place de la Madeleine. Je peux vous le confirmer parce que j'ai moi-même suivi ce cortège avant de faire demi-tour. Les gilets jaunes n'étaient donc pas tous sur les champs au même moment. Autre point dénoncé par le chercheur de Gégiscience, la récurrence de la minimisation des chiffres de gilets jaunes dès lors qu'ils partagent un cortège avec une autre entité. On a remarqué systématiquement que lorsqu'il y a soit convergence, soit lorsqu'il y a deux manifestations en même temps, le ministère de l'Intérieur en profitera toujours pour minimiser le groupe qu'il apprécie le moins. Et surtout à Paris. Donc en l'occurrence, oui, les gilets jaunes par exemple. Mais ça peut arriver aussi avec d'autres groupes, hein. On l'a remarqué aussi avec d'autres groupes, ça dépend en fait des intérêts du ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Donc par exemple, quand un cortège va mélanger des syndicalistes de la CGT et des Gilets jaunes, et qu'il y a par exemple 5000 personnes, on l'a remarqué sur un cortège, même si le cortège était moitié-moitié, le ministère va systématiquement annoncer 80% de CGT, donc par exemple 4000 syndicalistes, et seulement 1000 gilets jaunes. Alors que sur données, on a les vidéos, on voit très clairement qu'il y a au moins autant de gilets jaunes que de syndicalistes, voire plus.
Le ministère choisirait donc sciemment de niveler vers le bas les chiffres des gilets jaunes pour mieux gonfler ceux des syndicats. Avant de définitivement vous laisser tranquille avec cette histoire de chiffres, et en espérant que vous aurez appris 2 ou 3 choses grâce à cette longue enquête, je vais attirer votre attention sur un tout dernier point. Plus difficile à prouver, mais plutôt évident faute de contradiction. Revoyons un court extrait du reportage de France 3 le 16 mars 2019. Ils étaient au total 1500 ultra-violents selon le ministère de l'Intérieur, infiltrés au milieu de 10 000 gilets jaunes. 1500 casseurs infiltrés au sein de 10 000 gilets jaunes, qui étaient en réalité au minimum 40 000. Soit une différenciation établie par le pouvoir entre ceux qui portent un gilet jaune et ceux qui n'en portent pas. En l'occurrence ici, les casseurs. Et cela change tout dans le procédé de comptage. Le fait de porter un gilet jaune devient ainsi un critère nécessaire pour que les agents en charge du comptage comptabilisent la présence d'un gilet jaune en tant que tel. Le fait de ne revêtir aucun gilet jaune fait visiblement alors de vous soit un passant, soit un casseur. Ce qui pourrait expliquer les 30 000 personnes manquantes dans le décompte de Beauvau. D'autant qu'à force de recevoir des tirs de LBD, d'être traqué dans chaque rue, d'être traité de tous les noms dans les médias, séditieux, racistes, antisémites, homophobes, j'en passe et des meilleurs, forcément les gilets jaunes ont peu à peu décidé de délaisser leur veste fluo synonyme de consentement à être une cible permanente. Ce qui fait qu'aujourd'hui on assiste à des manifestations de gilets jaunes de ce type, où la majorité du cortège est habillée sans son gilet. Cette vidéo de Servons-nous disponible date du dernier appel national à Paris, lors de l'acte 62, le 18 janvier dernier. Du coup, qui a été compté par la préfecture de police ce 18 janvier 2020 comme participant à la manif des gilets jaunes? Uniquement les personnes en gilet ou tous les manifestants? Impossible de le savoir. Le ministère n'a communiqué aucun chiffre, ni sur Paris ni sur le reste de la France. Alors que d'autres manifestations ont eu lieu à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes et dans d'autres endroits du pays. Si Beauvau avait donné un chiffre ce samedi 18 janvier 2020, il est fort à parier que celui-ci aurait révélé le poteau rose autour du comptage réalisé par la préfecture uniquement quand les manifestants portent leur gilet. Tant leur nombre diminue face à ceux qui ne le portent plus. Il aurait alors été clair et net pour chacun qu'il y avait un souci entre le nombre de manifestants comptabilisés par le ministère en comparaison avec ce qui avait été constaté dans la rue, par la presse et par l'opinion publique. Si Beauvau annonçait 1000 gilets jaunes, alors que tout le monde, presse comprise, était en mesure de voir qu'il y en avait au minimum plusieurs milliers, il aurait été beaucoup plus simple de soupçonner un tel mode opératoire en provenance du ministère. D'où, au final, certainement ce choix assumé de ne pas donner de chiffres officiels pour cet acte. Ils sont donc nombreux les soupçons concernant la manipulation qu'exercerait le ministère de l'Intérieur sur les chiffres. Résumons-les. Lors de manifestations non déclarées ou sauvages, en sachant précisément où se situent les agents de la préfecture censés compter les manifestants, Beauvau peut décider d'orienter un certain nombre d'entre eux vers les agents. De quoi décider du chiffre sur lequel le ministère souhaitera communiquer en fin de journée. Idem avec les caméras de télévision. Les mouvements policiers peuvent orienter les manifestations en fonction de ce que le ministère souhaite montrer publiquement à l'opinion. Sans concurrence crédible aux yeux des médias, le ministère de l'Intérieur a pu donner des chiffres minimisés tout au long du mouvement, sans crainte d'être démasqué. Lorsque le premier comptage d'occurrence a été mis en place lors de l'acte 12, le cabinet a révélé 40% de manifestants en plus sur Paris, alors qu'habituellement il donne des chiffres proches du ministère. Lorsqu'un cortège contient des gilets jaunes et une autre entité, le ministère de l'Intérieur donne toujours une proportion de gilets jaunes inférieure à la réalité et gonfle le chiffre de l'autre groupe. Selon son intérêt, et comme le déclarait à Libération l'ex-secrétaire général de l'UNSA, le ministère tire volontairement à la hausse ou à la baisse le nombre de manifestants recensés. Les préfectures ont eu pour ordre de ne plus communiquer de chiffres à la presse, afin de ne pas risquer de mettre à jour des contradictions. En traquant, en blessant, en mutilant, en incarcérant et en stigmatisant toute personne revêtant le gilet jaune en dehors des cortèges, la stratégie policière a poussé un grand nombre d'entre eux à ne plus vouloir le porter. En comptant volontairement à des heures de faible affluence, les agents de la préfecture peuvent ainsi communiquer un chiffre sous-évalué. En ne permettant pas d'accès aux différents détails de ces comptages, le ministère empêche toute transparence face au nombre de points de mobilisation recensés partout à travers le pays. Qu'il s'agisse de manifestations de petite, moyenne ou grande taille, qu'il s'agisse de ronds-points occupés, de cabanes ou même d'assemblées générales, le ministère ne possède de toute manière pas suffisamment d'effectifs qualifiés disponibles pour tous les compter. Pour conclure, Beauvau a mis en place un véritable travail de sape pour juguler au maximum l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes. Toutes ces petites actions mises en place par le pouvoir pour chercher à minimiser toujours davantage la proportion impressionnante de personnes dans la rue me fait penser au travail de ce chien qui se rend compte de l'ampleur de la tâche qu'il attend et qui s'exécute pour faire en sorte que tous les moutons rentrent bien dans l'enclos.
Même si après 15 mois de lutte, le border collie Castaner a incontestablement réussi à faire entrer une partie certaine des gilets jaunes, force est de constater qu'il y en a encore de nombreux qui se promènent toujours en liberté. Voilà, cette enquête est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre plusieurs choses, comme par exemple la connivence claire et affichée du président d'occurrence pour le pouvoir en place, ou la manière dont le check news de Libé, qui se considère presque comme l'évangile de la presse, peut être tout autant auteur de fake news que les autres. Et enfin, en espérant que vous ayez été éclairés sur la façon avec laquelle le ministère de l'Intérieur et le pouvoir dans son ensemble a tout fait pour réduire l'impact des gilets jaunes aux yeux de l'opinion, grâce à la communication de chiffres de participation volontairement mensongers. Un contraste tellement saisissant et récurrent entre le nombre de gilets jaunes officiellement comptabilisés et la réalité du nombre de personnes vues dans la rue, que même LCI et BFM n'ont pas pu s'empêcher de se poser des questions. 14e journée de manifestation nationale, et cette image, cette foule, elle donne quand même une idée de l'importance de cette mobilisation, à l'heure où nous disons que depuis plusieurs semaines, le mouvement s'essouffle. Là, on voit qu'il y a en tout cas à Paris une mobilisation qui est là 3 mois après le début du mouvement. On a un petit doute sur les chiffres du ministère de l'Intérieur quand même. On a toujours eu des doutes, on s'est toujours posé des questions parce qu'effectivement, même quand on commentait ici des samedis, tous les samedis précédents, et qu'on donnait des chiffres, qu'on relayait les chiffres qui nous étaient donnés par le ministère de l'Intérieur, on a toujours bien compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que cela. Je suis pas sûr que minimiser le nombre de manifestants, ce soit une bonne chose, et je suis pas sûr que donner des chiffres, alors là, à ce compte-là, il vaudrait mieux que le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre. Mazette, même si les médias des oligarques se mettent à désavouer le gouvernement sur la question du nombre de manifestants, c'est vraiment, mais alors vraiment que ça commençait à se voir. Non, c'est pas une réelle démocratie. Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Vous avez du monde dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Allez la France, tout le monde dehors!